toutes et tous. Ça marche? Ok, très bien. Merci. Alors, on va vous présenter maintenant une expérimentation sur le site de Salaison Celtique à Beau. Un projet qui a permis de lutter contre les troubles musculo-squelettiques qui constituent un enjeu majeur en santé en travail dans l'agroalimentaire. On se présentera progressivement. La CARSAT Bretagne, tout d'abord, je pense que vous nous connaissez surtout pour le paiement effectivement des retraites, mais on a au sein on a au sein en fait des caisses d'assurance retraite et de santé au travail. La partie santé au travail, un service prévention des risques professionnels qui assure et accompagne effectivement les accidents du travail, la prévention des AT et maladies professionnelles auprès des différentes entreprises du secteur. Donc là, en Bretagne, les secteurs d'activité. Et dans notre offre de service, on a effectivement un programme de formation, des informations pratiques du réseau prévention, dont l'INRS, que vous connaissez certainement, et puis également des incitations financières. Alors, notre offre de service concernant les formations, l'objectif, c'est surtout de rendre les entreprises autonomes en prévention de leurs risques, puisque nous sommes assureurs solidaires des entreprises du régime général et des travailleurs indépendants sur la question de la prévention des AT-MP, accidents du travail, maladies professionnelles. Et donc, ces formations sont animées par la CARSAT ou des organismes habilités par l'INRS. L'information aux entreprises selon leur secteur d'activité ou par risque professionnel était réalisée aussi par des préventeurs. Donc là, on a effectivement Monsieur Dubois-Hélec, Philippe, ici présent pour effectivement l'agroalimentaire sur le Morbihan, avec également mise à disposition de documentation, de statistiques et des bonnes pratiques donc sur des secteurs d'activité. Et enfin, des incitations financières, subventions, prévention, contrats de prévention, injonction ou majoration, qui fait partie effectivement du panel d'incitations possibles pour les entreprises. Dans l'offre de services, sur la question des TMS qui nous occupe aujourd'hui, on a un programme, le programme TMS Pro, qui cible un certain panel d'entreprises qui ont effectivement une sinistralité sur des maladies professionnelles, troubles musculo-squelettiques ou des accidents du travail, manutention manuelle. Et donc, ce programme propose une démarche en 4 étapes, une démarche pérenne et efficace en prévention des MP, avec une première étape qui permet effectivement de faire un état des lieux sur la situation des accidents du travail, manutention manuelle, maladies professionnelles, et une deuxième étape de construction en fait du projet en interne, un diagnostic, donc en étape 3, qui permet effectivement de pouvoir identifier des problématiques et de proposer un plan d'action pérenne et adapté. Et enfin, une phase en étape 4 d'évaluation des actions menées. On va le voir en fait tout au long de ce qui nous sera présenté sur cette conférence. Je laisse maintenant la parole à Alexandre Morel. Bonjour à tous. Oh la vache, désolé de vous éclater les oreilles. Juste petite présentation, oui, donc moi je suis Alexandre Morel, donc je fais partie du cabinet Ergonova. J'ai pas la main sur la diapo, donc Christine, tu peux juste... Ouais, merci beaucoup. Simplement pour présenter le cabinet, le siège social du cabinet où on a à peu près 45 collaborateurs, dont la quasi-totalité sont des ergonomes européens. Je pourrais revenir dessus, mais c'est en gros un titre qui permet aussi de certifier du formation, du parcours initial et puis de la pratique de l'ergonomie. Donc on est basé, alors moi je suis basé tout là-haut, proche d'ici, antenne de Rennes, sur l'antenne de Rennes, et le cabinet est réparti sur l'ensemble du territoire. Pour ma part, j'interviens pour 90% dans le secteur agroalimentaire et en agriculture aussi. Aujourd'hui, on présentera un dispositif qu'on dispense de formation-action, mais on intervient aussi en intervention dans d'autres secteurs. Les secteurs, vous les avez là, et je vais faire court, je ne vais pas passer trop de temps parce que ce n'est pas l'essentiel, mais en gros, notre intervention, donc on peut intervenir sur des projets architecturaux en accompagnement d'équipes projets, soit en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en assistance à maîtrise d'œuvre. On intervient, ce que je disais,
beaucoup dans l'agroalimentaire en conception industrielle, que ce soit sur de l'aménagement de situations de travail, voire de l'accompagnement de refonte d'usines complètes. On intervient sur les questions d'organisation, parce que c'est vrai qu'on associe souvent l'ergonomie à des questions techniques, dimensionnelles, et on a des sujets qui portent uniquement sur des questions organisationnelles et de management. Et si vous avez des questions d'ailleurs aussi, il y a des sujets qu'on traite, l'actualité fait qu'on traite beaucoup de sujets sur les managers de proximité et sur les questions d'organisation, en lien avec la charge mentale, les risques psychosociaux, donc pas que les troubles musculo-squelettiques. Donc les TMS, j'en ai parlé, et puis on intervient également sur du maintien en emploi, pas mal de travail. On a des collaborateurs aussi qui travaillent aussi sur les interfaces homme-machine. Donc quand on va dans le salon, c'est vrai que voilà, ça peut nous amener aussi à nous poser pas mal de questions. Et puis sur les produits et les services. Bon, je m'arrête là si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait. On va parler plus particulièrement de cette offre de service de formation-action qu'on a menée avec l'entreprise. Bonjour, donc je suis Fabrice Evenot, je suis le directeur des salons celtiques à Beau. Je vais vous présenter l'entreprise rapidement. Alors. Donc l'entreprise Salaison Celtique fait partie d'Intermarché, donc précisément du groupe Agro Mousquetaire. On est un peu la branche armée de nos magasins. Donc il y a 6 pôles, hein. Donc nous on fait partie du pôle port. Alors, on y fabrique, je vais vous le dire un peu plus loin. Donc 6 pôles, donc 15 000 partenaires agricoles, environ 60 unités de production. 11 000 collaborateurs, hein, répartis sur le territoire. Donc c'est une grosse industrie, hein. On fournit, effectivement, vous pouvez le voir, hein, le pôle bœuf, le pôle mer, le pôle végétal, le circulaire, le pôle saveur, et puis le pôle porc sur lequel nous appartenons. Nous couvrons, comme vous pouvez le voir, essentiellement quand même en Bretagne, hein, sur la carte à votre droite, mais pas que, hein, on a quand même quelques activités éparses sur le restant du territoire. Donc Salaison Celtique, c'est environ 500 salariés répartis sur 3 sites de production. Donc le site de Pontivy, qui est le siège social des Salaisons Celtiques. Le site de Saint-Main-le-Grand dans le 35 et le site de Beau dans le Morbihan. Voilà, donc les sites sont spécialisés dans leur domaine d'activité. Donc on est fabricant de charcuterie. Donc on y retrouve, on passe de la famille de l'andouille, de l'andouillette, du pâté, du boudin, voilà. Tous les produits de charcuterie que vous pouvez retrouver dans les rayons. Bon, je ne vais pas faire la promotion pour Intermarché, mais en tout cas, c'est l'ensemble de la charcuterie qu'on peut y retrouver. Donc le site de Beau, sur lequel effectivement on a pu travailler en tout cas sur ce projet. Donc c'est environ 70 salariés, c'est un peu plus de 600 tonnes de produits chaque année vendus. C'est environ 8 millions € de chiffre d'affaires. Donc on y fabrique 3 familles de produits. Donc l'andouille de Guémené, hein, donc c'est un produit très très générateur de main d'œuvre, hein. C'est un peu l'orfèvre de la charcuterie, hein. C'est un produit qui est fait tout à la main. Donc voilà, qui nécessite effectivement une grosse expertise de main d'œuvre. Donc d'où aussi l'attachement sur ce projet à y travailler pour garder nos compétences, en tout cas en entreprise. Et puis on y fabrique également de l'andouillette et de l'andouille de vire en complément de gamme. Et après cette phase de présentation, là, Fabrice, quelles étaient vos intentions, objectifs par rapport à ce projet-là que vous avez mené en interne? Alors l'idée de base de cette volonté, tout au moins, c'était de développer et ancrer une culture santé et sécurité au sein de l'entreprise. On s'est également engagé dans la démarche TMS Pro, hein, Christine nous en a parlé en préambule. Pourquoi? Parce que bien évidemment c'est une démarche structurante qui nous a permis de jalonner en tout cas tout ce qu'on a pu y faire. C'est également de prévenir les TMS, hein, démarche globale de la prévention. Poursuivre également les actions déjà menées auparavant. Cibler et agir à la situation prioritaire et surtout les transformer. Et renforcer l'attractivité et fidéliser le personnel en place. Parce qu'on voit bien,
En Bretagne, on est quand même un bassin d'agroalimentaire, donc bien évidemment, il faut aussi rendre nos postes attractifs, fidéliser nos personnes, nos personnels, et aussi faciliter également les postes de travail. Donc les enjeux, donc on a observé depuis quelques années, donc c'était une population vieillissante, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, des métiers voilà, qui sont transmis finalement d'année en année. J'avais un peu, ma crainte c'était effectivement de savoir-faire, un peu de dilapider ce savoir-faire au fil des années et de perdre de ses compétences. Donc ça c'était vraiment ma priorité. Augmentation des volumes de production, effectivement. Qui dit augmentation de volume de production dit forcément recrutement. Donc ça va avec, hein. C'était aussi d'avoir des personnes pour transmettre leurs compétences. On a également changé la ligne managériale, hein. Aujourd'hui, les gens font plus 20 ans ou 30 ans dans la même société. Donc c'était aussi voilà, embarquer aussi la nouvelle équipe de managers sur les enjeux de l'entreprise. Les objectifs, c'était bien évidemment de rendre l'entreprise autonome, hein, c'est-à-dire dans la démarche. Fiabiliser les investissements, parce qu'aujourd'hui les investissements, malgré qu'on fasse partie d'un gros groupe, les investissements aussi, bien évidemment, pas se raréfient, mais en tout cas, il faut aussi avoir un investissement solide, bien devisé, bien étudié, et à partir de là, bien évidemment, nos partenaires nous suivent. Renforcer et transformer des compétences en termes de prévention des TMS. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne travaille plus comme il y a 20 ans. Et je peux le dire parce que j'ai plus de 20 ans. Et donc, bien évidemment, c'est aussi prévenir tout ça et garder aussi nos personnes, qu'elles ne soient pas, bien évidemment, au bout du bout, arriver à la fin de leur carrière. Et voilà, c'est vraiment préserver les gens de bout en bout. Et pour ce projet, effectivement, vous avez fait appel à des ressources externes, donc à la fois appel à la CARSAT, à un cabinet donc en ergonomie représenté par effectivement Alexandre qui est intervenu là chez vous, et puis qui a donné lieu à une proposition avec une méthodologie d'intervention. Et la première question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi avoir fait appel à la CARSAT? Pourquoi la CARSAT? Déjà, c'est pas noté là, mais je vais quand même le dire, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec la CARSAT. Oui, plus de 20 ans. Donc effectivement, c'était à l'époque, voilà, on n'avait pas forcément les méthodos d'aujourd'hui, hein, comme je pense TMS Pro 1, TMS Pro 2. En tout cas, voilà, c'est le mérite au moins qu'on s'est approché de la CARSAT. Alors pourquoi la CARSAT? Parce que l'idée, c'était de définir de meilleure façon possible les objectifs. C'est quand même professionnel. Il navigue sur beaucoup d'entreprises. On peut aussi transposer beaucoup de choses. Ils ont une expérience qu'on n'a pas, c'est un réel métier, hein. Reformulation de la demande, l'idée c'est de bien cibler effectivement la demande. Rédaction du cahier des charges de consultation, donc très très important, le plus précis possible. Choix des consultants, ergo réseau, donc connaissance des cabinets, voilà, que nous on n'a pas en entreprise, hein, on ne travaille pas tous les 4 matins avec des cabinets, donc l'appui de la CARSAT, bien évidemment, aujourd'hui ils ont quand même un portefeuille d'ergo réseau, en tout cas sur lesquels ils sont compétents et solides. Donc voilà, je me suis appuyé la CARSAT pour aussi avoir l'avis. Et l'idée, c'était d'avoir effectivement... Et juste un tout petit mot sur Ergo Réseau. Donc Ergo Réseau, en fait, c'est un collectif de cabinets en ergonomie qui sont signataires en fait d'une charte d'engagement et qui sont référencés par la CARSAT Bretagne. Donc c'est une charte d'engagement méthodologique qui garantit une offre de qualité sur le territoire breton aux entreprises pour des interventions ou des accompagnements de projets par des ergonomes. Voilà, je vous laisse poursuivre. Ce que je voudrais souligner, moi, sur l'appui de la CARSAT, c'est que déjà, le moment où Fabrice fait appel à nous, c'est le meilleur moment, c'est qu'il n'a encore rien décidé. Au moment même où il fait appel à nous, il ne sait pas d'ailleurs qu'il va faire appel à un consultant derrière. Il a juste une problématique. Et il souhaite qu'on puisse en discuter et qu'on puisse l'accompagner pour mettre en place son projet. Donc, c'est le moment idéal. Je vous le précise parce qu'on nous appelle souvent, soit pour constater que ça ne marche pas, ou juste avant de le faire, et c'est déjà très tard dans le projet. Le meilleur moment pour rencontrer l'interlocuteur CARSAT, c'est au moment de l'intention.
Sociaux, ça suppose quand même une situation de confiance. Bon, nous, on l'avait parce que ça faisait déjà 20 ans qu'on travaillait ensemble, mais pour partir de ce principe-là, c'est qu'on ne risque rien. Hein, on va venir juste réfléchir à la façon de traiter un problème ensemble. Voilà. Donc, du coup, les étapes qui sont décrites là, la reformulation de la demande, c'est notre savoir-faire, c'est de venir bien poser la problématique pour savoir quelle réponse on va apporter. Et l'expérience dont parle Fabrice, c'est que moi, par exemple, je suis contrôleur de sécurité, je travaille sur l'industrie agroalimentaire dans tout le Morbihan, depuis plus de 30 ans même maintenant. Ça nous donne aussi des retours d'expérience, on peut se nourrir des expériences positives ou négatives pour corriger, s'améliorer en continu. Et quand vous faites appel à un interlocuteur CARSAT, vous bénéficiez de ce retour d'expérience. Donc l'appui méthodologique, hein, c'est ce que vient de décrire Philippe, c'est effectivement, et financier, hein, parce que ça fait aussi partie, bien évidemment, quand il n'y a pas que, mais on a pu bénéficier de l'aide de la CARSAT, notamment sur la formation de l'équipe managériale. Bon, c'était finalement le prérequis, hein, c'était d'abord, et une fois effectivement où on a pu signer une convention tripartite entre la CARSAT, l'Ergo Réseau et l'entreprise, bénéficier également d'offres financières qui nous permettent de transformer certains postes de travail sur lesquels forcément on n'avait pas la totalité des CAPEX, en tout cas des fonds nécessaires pour pouvoir le transformer. Et puis là, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'accompagnement depuis plusieurs années maintenant sur de nombreux dossiers. Alors, pourquoi avoir fait appel à un ergonome? Alors, pourquoi bien évidemment, on n'avait pas de compétences en interne. Hein, l'ergonomie, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un métier. Donc, il ne faut surtout pas transformer, en tout cas déplacer les problèmes. Hein. On peut avoir un problème et le faire comme ça chez nous et puis se trouver effectivement des problèmes, un autre problème et avoir des problèmes avec les opérateurs en tout cas ou le service à côté. En tout cas, c'est pas possible de le faire comme ça. Donc il faut vraiment avoir une expertise fine, d'où bien évidemment besoin d'un ergonome pour pouvoir nous appuyer. L'appui de l'ergonome, donc c'est expérience dans le secteur agroalimentaire, hein, c'est ce que aussi disait Philippe, hein, c'est pouvoir ce qui a marché le transposer, si c'est transposable. Valider les enjeux et la méthode associée. Vérifier les conditions de réussite, hein, donc ça c'est le projet à l'état d'intention, donc Benjamin vous l'a expliqué après moi, donc c'est effectivement, il y a une méthode et bien évidemment on doit se tenir à cette méthode pour être sûr de transformer notre projet. Cadrer la démarche, donc vraiment effectivement avec la mener comme un projet tout autre dans l'entreprise. Hein, on a un chef de projet, on a un planning, on a des copiles, on a des jalons, voilà, comme si on menait un projet. Et jalonner l'accompagnement et garder la dynamique, hein, effectivement, on le présente un peu plus loin également, c'est d'avoir temporellement qui nous donne finalement cette dynamique, laisser du temps d'intervalle, du temps de travail, mais aussi de jalonner. On a pu faire des copiles avec Philippe, de jalonner le projet pour être sûr qu'on est bien cranté et puis qu'on puisse avancer et que personne n'a été oublié dans ces désidérateurs du cahier des charges. Vous avez sur la planche qui suit du coup la proposition d'intervention qu'on a pu proposer du coup à l'entreprise. C'est une frise qui reprend l'ensemble du dispositif de formation-action qui est vraiment adapté en fonction de l'entreprise, mais on a les étapes clés. Il y a une première étape de cadrage, sensibilisation au programme TMS Pro. C'est une étape primordiale parce que c'est là où on s'assure qu'il y a vraiment un engagement de la direction. Parce que pour nous, c'est vraiment la base, une des clés de réussite, c'est qu'il y a un engagement aussi de la direction forte pour pouvoir mobiliser aussi des moyens. Parce que ce dispositif de formation-action-là, on va le voir juste après, mais c'est des temps où on demande à des personnes qui sont formées de faire des choses en plus de leur activité de tous les jours. Donc il faut forcément qu'ils aient les moyens de pouvoir aussi mener à bien cette démarche. Donc il y a une première étape, l'étape 1, qui est plutôt une étape de cadrage avec une sensibilisation aussi de l'ensemble de la chaîne de la direction. C'est des formations qu'on peut mener en intra-entreprise ou en inter-entreprise. Ici, c'était en intra-entreprise. La deuxième étape, qui est une étape de préparation des chantiers, où là, moi, je me rends sur le terrain, en gros, pour voir les sujets pilotes qui vont être embarqués par les 3 groupes. Je vais revenir dessus, mais sur
les sujets pilotes qui vont être embarqués pour m'assurer que le périmètre, on soit en capacité de pouvoir développer tout l'ensemble de la formation action de A à Z, c'est-à-dire de la partie diagnostic jusqu'à la partie transformation. Et donc du coup de s'assurer aussi qu'on a des marges de manœuvre pour pouvoir transformer ces situations de travail-là. Un élément important, c'est que dans le choix des périmètres de sujets à embarquer, on essaye aussi de prioriser et de se dire si jamais il y a un projet dans l'entreprise, autant embarquer tout de suite ce sujet-là dans le cadre de cette formation action-là, tout simplement parce que les ressources sont déjà mobilisées pas mal sur les différents sujets. Donc si on mène un projet en parallèle, ça va venir être une charge supplémentaire. Donc on essaye aussi de voir avec l'entreprise les sujets, les projets qu'il y a dans l'entreprise pour embarquer ces sujets-là. La troisième étape, c'est vraiment la formation action en tant que telle. Je vais vous présenter juste après le schéma qui le décrit. Et il y a la quatrième étape qui est très importante, qui est de pouvoir capitaliser et suivre. C'est-à-dire que la formation action qu'on mène, on fait monter en compétence des ressources, mais c'est aussi de s'assurer que derrière, ils aient les moyens de pouvoir pérenniser l'action. L'idée, c'est vraiment on parlait tout à l'heure d'autonomie. Nous, notre but, c'est vraiment de donner les compétences pour pouvoir avoir des relais dans les entreprises. Donc c'est évidemment de former ces ressources-là pour traiter des questions, on va dire, on ne fait pas des ergonomes avec cette formation action-là, hein, qu'on soit d'accord, mais au moins on a des relais qui sont en capacité de pouvoir améliorer cette situation de travail à un premier niveau. Et si après il y a des sujets un peu plus complexes, je parlais tout à l'heure des questions d'organisation ou des chantiers beaucoup plus gros en termes de conception industrielle, et ben nous quand on intervient dans les entreprises avec les compétences aussi qui ont été formées, et c'est des éléments facilitateurs pour pouvoir mener les projets, quoi. Je passe rapidement, mais en gros, il y a des livrables. Il y a aussi une lettre d'engagement quand même de la part de la direction. J'en ai pas parlé, mais c'est important. Une note de cadrage qui permet d'acter, de formaliser et de communiquer aussi au sein de l'entreprise l'engagement de la direction dans cette démarche-là. Petit focus du coup sur l'étape 2 dont je vous parlais. Tout le monde voit bien, ça va? Vous voyez bien ce qui est écrit? C'est des petits schémas. Donc l'idée c'est d'avoir deux grosses étapes dans cette formation action-là. Une première étape d'analyse ergonomique des situations de travail et une seconde de transformation des situations de travail. C'est des formations action qu'on mène avec des groupes de 6 à 8 personnes et où on embarque 3 sujets au maximum, donc on fait des binômes ou des trinômes. L'idée c'est de pouvoir partager collectivement les résultats de l'ensemble des analyses qui sont réalisées. Ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on essaie de mixer un peu les compétences, on essaie de mixer les gens sur les secteurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur d'autres secteurs. Et puis là, vous avez les étapes, on va dire les étapes formalisées, donc c'est les étapes où je suis avec eux. De la première étape où il y a une descente d'informations, un partage d'un socle commun sur les notions de troubles musculo-squelettiques. Et après, on est clairement sur de l'accompagnement en intercession ou des journées collectives où les personnes viennent avec les analyses qu'ils ont réalisées et on partage collectivement les premiers résultats. La première étape étant de se dire, on arrive au diagnostic d'une situation de travail que chacun des binômes va présenter au niveau du comité de pilotage. Donc c'est important dans toute transformation de situation de travail de valider déjà l'état des lieux, le diagnostic avant de passer à la phase de transformation. Parce que si on n'est pas d'accord sur les problèmes, on aura du mal à apporter des solutions pérennes. Et donc cette deuxième étape de transformation, où là, on peut passer, on le verra dans le cadre du sujet qui va être présenté, mais par des essais, des simulations, des projections sur plan. Enfin, on va avoir quelques exemples de ce qui a pu être fait. Oui, parce que je crois qu'il y avait 3 sujets qui étaient embarqués. Et donc là, il y en a un qui va nous être présenté par Benjamin Profit. Donc tout à fait, donc maintenant je me présente, Benjamin Profit, je suis le responsable qualité, sécurité, environnement du site Salaison Celtique. Donc une petite présentation, donc moi en tout cas je suis nouvellement arrivé au sein des Salaisons Celtiques et donc c'était l'objet de la formation proposée également parce que j'avais des connaissances plutôt techniques en sécurité mais très peu en connaissances ergonomiques de travail ainsi que santé au travail. Donc du coup, ma mission, forcément dans un premier temps, c'est d'assurer l'interface entre l'entreprise qui nous accompagnait, donc Ergonova, et la CARSAT, et surtout dynamiser l'ensemble des équipes, parce que comme vous a été annoncé, en fait, je participais à un projet d'encaissage, mais j'étais aussi le pilote des 3 autres projets également, à savoir plutôt animateur, c'est-à-dire que l'objectif c'était d'animer l'ensemble des personnes et du coup qu'on puisse rendre également les travaux à date.
Donc forcément, l'objectif premier et surtout la clé de réussite, c'est favoriser le temps alloué à travailler dessus. Parce que si on n'a pas de temps de travailler, les étapes ne s'enlisent et donc du coup, on n'avance pas sur le dossier. Voilà. Donc ce que je vais vous présenter, alors je ne vais pas vous faire toute l'étude parce que sinon à 15h, on est loin d'être encore parti. L'idée, c'est que je vais vous présenter un petit film. Donc c'est juste pour vous donner la situation initiale, parce que en fait, l'objectif dans un premier temps, c'est de se faire une photo, un cadre du projet. Donc en avant, Guingamp, photo, petite vidéo. Alors si ça veut bien partir, voilà. Alors, du coup, vous voyez, on a tout en haut à droite, vous avez un rayon X et vous avez l'opérateur qui est obligé de peser, étiqueter, prélever, soulever et ainsi de suite. Et ça, dans des conditions assez pas dantesques, mais vous voyez que le lieu est assez encombré. Il porte le carton et il n'y a pas de mise à niveau, donc il est obligé de le porter tout ça au sol. Voilà, donc c'est une situation principale et surtout initiale. Et vous voyez, on a une petite photo à côté où vous voyez la description un peu plus du poste. Donc à chaque fois, tous ces mouvements-là, on doit les observer, les filmer, les quantifier. Et donc c'est important pour la suite des événements, quantifier et récupérer les informations. Donc ensuite, pour les différents projets, donc comme vous l'avez dit Alexandre, on a essayé de timer notre activité. Pourquoi timer? Parce que ça nous donne un certain rythme de travail et donc du coup, on sait qu'il faut récupérer les informations soit par des observations, des simulations, pour qu'on puisse avoir des matières pour échanger avec notre accompagnateur. Donc vous voyez, de décembre 2018 jusqu'à décembre 2019, donc ça nous fait 1 an si tout le monde a suivi pour l'instant. Et donc du coup, à chaque fois, il y avait des groupes de travail identifiés et on devait rendre des éléments, donc soit des observations, des films, des entretiens avec les opérateurs et les différents intervenants. Tout ça pour aboutir à des réflexions. Et donc du coup, on arrive à la slide suivante où on arrive à présenter des diagnostics. Alors, bien entendu, je vous donne un exemple, parce qu'on en a fait plusieurs sur cette étape-là. Donc là, on est sur une étape pesée-étiquetage, qui est à côté, qui a été présentée également. Donc vous pouvez voir que les éléments qu'on peut avoir, c'est on fait des analyses sur les flux des matières, le flux des personnes, donc c'est-à-dire que la circulation des gens dans les ateliers. On va faire également une étude sur la typologie du produit. Donc vous voyez, donc nous, le produit que nous fabriquons, c'est des andouilles de Guémené. Alors au-delà de ça, vous voyez la forme de l'andouille. Vous avez vu tout à l'heure, c'était des andouillettes. C'était un format beaucoup plus gros. Et donc on doit identifier tous ces éléments d'entrée, au même titre que les caractéristiques initiaux de l'atelier. C'est-à-dire que quand on va mettre en place le système, on ne doit pas dégrader la situation actuelle des opérateurs, voire des intervenants. Donc, un exemple, la température ou le bruit. La machine ne doit pas générer énormément de décibels supplémentaires si machine on doit installer. Ensuite, on a aussi l'analyse du process de fabrication. Donc, ça peut être du process de fabrication, mais aussi le logigramme d'activité. D'accord? Ce qu'on doit faire, et ainsi de suite. Donc, l'idée... Ouais, je voulais juste préciser, en fait, c'est vrai que là on parle d'une situation de travail, mais on a tendance à parler d'un poste de travail, mais on parle plutôt d'une situation de travail. Parce que ce qui était intéressant dans le travail qui a été fait là, c'est qu'on est remonté à des déterminants macro. C'est-à-dire qu'en partant de cette situation de travail-là, on a remis aussi en cause le process, l'organisation du travail. On touche à des déterminants macro. Et c'est ça qui est intéressant. Je voulais juste préciser ça. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de partir d'une situation de travail et puis de pouvoir agir, et ça a des impacts en fait pas que sur cette situation de travail-là, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc du coup, la finalité de tout ça, c'est qu'on doit être capable de cerner le cadre du projet et surtout de bien s'assurer de toutes les composantes de ce projet, donc humaines, matérielles et, comme vient de citer Alexandre, l'organisation qui a été mise tout autour. Donc ensuite, à côté de cela, donc là je vous donne, alors ça fait un peu mal aux yeux, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En termes simples, on a fait un diagramme d'activité. Donc comme tout à l'heure je vous disais, une des composantes, c'est de la situation initiale.
Donc on va se poser les questions, est-ce qu'il y a des variables? Les variables, ça peut être aussi bien notion d'opérateur, mais ça peut être aussi d'organisation. Donc vous voyez par exemple, au niveau de l'opérateur 3 et par exemple le magasinier, vous voyez qu'il y a un système de relais. Pour autant, les opérateurs 1 et 2, c'est beaucoup plus plaisant en termes de relais. Même chose, on a identifié des saisons d'activité pour nous, d'accord ? Même chose, on a aussi une volumétrie différente entre l'été et l'hiver. Alors, nos produits, une des particularités, c'est que nos produits sont, par exemple, des produits voués à se faire griller au barbecue. Donc, forcément, on a plus tendance à faire l'été que l'hiver. Et même chose, on va essayer d'identifier les effets sur la santé des collaborateurs. Bien entendu, vous voyez que l'opérateur 3 et le magasinier, ils ont en plus un système de relais, donc forcément ils doivent être complémentaires et donc il y a plus une charge mentale un peu plus importante que l'opérateur 1 ou l'opérateur 2 par exemple. Voilà. Donc tous ces éléments, donc c'en est un parmi d'autres, on va essayer de quantifier tout ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est pour ça que le temps du travail et le temps alloué pour faire ça est important, pour qu'on puisse échanger avec l'entreprise accompagnatrice et en tirer les meilleures problématiques. Pardon. Donc, je vous donne encore un autre exemple, donc le fameux rayon X. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait simplement un sondage auprès de nos opérateurs et aussi intervenants pour savoir quels sont les éléments qui doivent être corrigés impérativement et donc faire apparaître au niveau du plan de cahier des charges. Pardon. Donc une des choses qui était importante, notre rayon X avait une image inversée. Donc c'est-à-dire que l'opérateur devait, par réflexion, identifier que la droite et la gauche étaient inversées. Même chose, pour alimenter le rayon X, il y avait beaucoup de mouvements à faire parce que vous voyez, le rayon X, il n'est pas en ligne. Donc, c'est-à-dire que l'opérateur devait le mettre dans le rayon X et le récupérer de l'autre côté. Donc, tout ça devait faire des mouvements de va-et-vient. Comme vous avez pu voir sur le film, la zone est assez encombrée. Donc, ça veut dire que s'il a mal préparé son atelier, et ben, du coup, il est vite encombré et vite gêné dans son travail. Donc du coup, l'idée, c'est de bien mettre en lumière tous les points bloquants du point de vue de l'opérateur, parce que quelquefois, on a des idées préconçues de notre part, aussi, parce qu'on regarde ça de très loin. Mais il est important, grâce à ce sondage-là, de bien vérifier que tous les éléments bloquants sont identifiés par les opérateurs. Bien entendu, attention, il n'y a pas que les opérateurs, il y a aussi tous les intervenants qui gravitent autour. Donc j'en ai cité 2 comme cela, mais on a la maintenance, par exemple, et l'équipe de nettoyage. Parce qu'en agro, on nettoie. Voilà. Et donc, ici, c'est une soixantaine de points qui ont été identifiés par nos opérateurs, qui ont fait l'objet d'un cahier des charges précis à transmettre à notre équipementier, ou du moins qu'on devait lever. Donc vous voyez qu'à chaque poste, on a identifié des besoins. Et à chaque fois qu'on a l'équipementier ou du moins le travail dessus, on se devait de vérifier si l'ensemble de ces points ont été bien pris en compte pour justement éviter qu'ils ne reviennent sur la situation, enfin du moins la solution proposée. Donc comme a dit Monsieur Dubois, il faut mieux travailler en amont que corriger après l'implantation du système. Et donc, comment vous avez choisi l'équipementier ? Alors, l'équipementier. Donc, nous, déjà, l'équipementier, forcément, l'équipementier va être choisi pour ses compétences techniques. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Pour autant, nous, ce qui était important, c'est que comme on fait un groupe de travail avec les différents opérateurs, donc maintenance, nettoyage et opérateurs de ligne, il nous fallait cette capacité de travailler avec des simulations, des plans 3D, d'accord ? Parce que travailler sur un plan 2D, c'est pas forcément évident. Et pour nous, il était important. Donc, vous avez pu voir sur la première photo, l'équipementier nous a permis d'avoir des plans en 3D pour pouvoir les expliquer aux gens, d'accord ? C'est beaucoup plus simple de se projeter et du moins d'avoir des remarques constructives des opérateurs. Ensuite, tout ce qui était validation de projet, on a pu emmener nos opérateurs aussi sur le site de fabrication et surtout avec
avec de la réalité virtuelle, et ce qui nous a permis d'éviter certains écueils de dimensionnement d'équipement, parce qu'on peut dire, on peut prendre une cote, mais on avait envoyé deux modèles pour justement vérifier si on ne s'était pas trompé sur ces cotes-là. Voilà. Autre chose, bon, c'est ce qu'on appelle la boucle de conception chez nous, c'est qu'en fait, l'équipementier était au courant et était déjà partant pour recevoir des commentaires au fil de nos réunions. On a dû faire, je ne sais pas, 4 ou 5 réunions. Et donc, à chaque fois, on pouvait aussi revenir sur nos propositions parce qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas ou qu'est-ce. Donc, il est partant pour faire des corrections. Et ce n'est pas une seule version du bureau d'études, c'est plusieurs qui ont permis d'aboutir sur une solution viable et surtout validée par nos différents intervenants. Et puis, accessoirement, on a pu venir directement sur le site de fabrication de l'équipementier avant que l'équipement arrive sur notre site pour vérifier si on était bien en phase avant que ça arrive sur notre site de production. Donc ça aussi, ça nous permet de vérifier si de visu, on n'a pas de choses qui sont complètement déconnantes, on va dire ça comme ça, et qui peut être corrigées de suite par l'équipementier. Donc, je prends la parole, mais ce point-là d'essai, de simulation, etc. est très important. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des équipementiers qui proposent de la simulation 3D, par exemple, mais en elle-même, elle ne suffit pas. C'est un dialogue qui doit s'installer entre les futurs utilisateurs et le concepteur. Et on entend souvent, bon, on va leur montrer avec des outils de simulation. Montrer, c'est pas dialoguer, hein. J'attire votre attention sur ça. C'est vraiment des outils de dialogue qu'il faut mettre en place. Et il y a plein de formules de simulation ou d'essais qui doivent être construits pour faciliter ce dialogue. Donc du coup, une fois que la situation sur plan a été validée, qu'on a envoyé nos opérateurs voir l'équipement chez l'équipementier, on passe maintenant sur les phases de mise en place de l'équipement à proprement parler sur la ligne de fabrication. Donc, une fois que l'installation est terminée, il y a une chose importante qu'il faut mettre en place, c'est la formation. On doit aussi former nos opérateurs, mais aussi tous les autres intervenants. Donc, les intervenants dits de maintenance, mais aussi, par exemple, ceux de nettoyage. D'accord ? Parce que forcément, l'équipement doit être prévu pour nous, mais aussi être formé, enfin l'ensemble des intervenants formés. Ensuite, on a laissé une étape d'utilisation pour la prise en main des collaborateurs, avec une attente de notre part, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en main l'outil et nous faire des remarques à chaque étape de leur utilisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif pour nous, c'est qu'ils se prennent vraiment l'outil, qu'ils l'adoptent. Grâce à après, ils ont déjà participé, donc ça permet de faciliter cette étape-là. Mais pour autant, on va laisser quand même 2 mois pour leur laisser le temps de prendre tout ça en main et de pouvoir nourrir toutes les remarques qu'ils pourraient avoir. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va faire un sondage à partir de là. Et on va vérifier si déjà tous les points qu'ils ont émis au tout début de l'aventure ont bien été levés et si ça correspond bien à leurs attentes. Et ce sondage-là va nous permettre de valider et de juger l'efficacité du projet. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? C'est que est-ce que c'est bon la solution ? Alors, quelquefois, ça peut être oui, c'est bon, mais il y a encore quelques modifications, parce qu'on se rend compte qu'il y a des petits détails, mais ça nous permet de valider et surtout entériner l'efficacité du projet. Donc, la situation initiale, vous avez pu la voir, où on faisait des pesées comme ceci. Ceci étant la solution définitive. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des mises à niveau qui sont adaptées à chaque opérateur, opératrice. Donc, tout est réglable à la hauteur. Donc, l'opérateur n'a pas besoin de faire appel à la maintenance pour avoir un jeu de clés ou caisse.
C'est juste des petites manivelles qui sont cassées, mais qui sont rangées. Et donc tout ça, sans outils, en toute indépendance, il peut faire son réglage. Donc ça lui prend en quelque sorte 2-3 minutes pour mettre son outil à sa façon. Et donc du coup, on peut avoir des géants comme des personnes plus petites, et c'est réglable. Tout ce qui est imprimante et tout ça, c'est sur tableau glissant, et donc c'est bloquable. Donc c'est-à-dire que si par exemple une personne préfère travailler avec une imprimante plus près d'elle, elle peut le régler et le bloquer. Voilà. Et tout ça, c'est à des hauteurs, donc on est au grand maximum à 1,30 m de prélèvement de tout objet. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir un poste super adapté et surtout réglable, quelle que soit la morphologie des personnes. En termes de nettoyage, maintenant, vous voyez que toutes les machines ont été surélevées pour que tout ce qui est équipement, raclette et tout ça puisse passer facilement. Autre chose que vous ne voyez pas, mais tout ce qui est accès à l'électronique, électricité et tout ça a été positionné derrière et accessible directement pour la maintenance, pour éviter justement d'interférer avec les gens de production qui sont juste devant. Donc la maintenance peut intervenir derrière sans poser de problème. Voilà. Que dire d'autre sur ce... Voilà, donc j'ai d'autres images. Donc l'image du rayon X, donc avant vous aviez un rayon X où l'opérateur devait mettre son carton avec une image inversée, le récupérer, avoir une petite réflexion mentale pour savoir ce qu'il en est. Là maintenant vous avez un rayon X qui est intégré directement dans une ligne, et donc du coup l'opérateur a tout est mécanisé, automatisé. On a aussi un écran qui est vraiment dans le bon sens, qui fait que l'opérateur n'a pas besoin d'intervenir de manière intempestive. Autre chose, donc sur la photo de droite, on a intégré les remarques de la maintenance ainsi que du nettoyage. Donc vous avez un chemin de câble qui est suffisamment haut pour passer tout ce qui est nettoyage et raclette. Et même chose, vous avez tout ce qui est électrique, moteur, dans un même côté. Comme ça, l'intervention de maintenance se fait à l'opposé des opérateurs. Donc tout ça en termes de transparence et d'éviter de flux de personnes sur ce secteur-là. Voilà. Et puis, bien entendu, encore un point, on a mis des machines en surélevé et du coup, à faciliter aussi tout ce qui était prise du rayon X, des commandes et tout ça. Voilà. Pour le rayon X. Ensuite, pour tout ce qui est sortie de ligne, là aussi, donc, on a le tableau central qui est réglable. Donc, quels que soient les opérateurs, opératrices, on peut avoir ce phénomène-là. On a sur la partie de droite, on a une ouverture de ligne qui est suffisamment haute pour éviter des bourrages éventuels. Et donc, on a intégré aussi un bouton pour arrêter la ligne. Comme on est sur une zone d'encaissage, opérateur qui se trouve à ce poste-là est capable d'appuyer sur un bouton et d'arrêter la ligne proprement sur le cycle correct en amont, ce qui fait qu'elle n'est pas en train de stresser parce qu'elle est en train d'avoir un bourrage ou du moins une quantité monstre de produits, et donc la machine s'arrête correctement. Ouais, parce que c'est ça qui est important. Là, on était sur des aspects, on va dire, une partie statique. Et sur les aspects dynamiques, c'est vrai qu'on a parlé de saisonnalité avec pas mal de variabilité en fonction des saisons. Mais dans une journée, on peut avoir des coups de bourre et une charge sur les lignes, des produits qui arrivent vraiment en grande capacité. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur la bonne orientation des produits, éviter les bourrages, mieux gérer le flux en amont. Donc on sait qu'il y aura toujours de la variabilité, mais c'est important de concevoir des systèmes qui permettent de gérer cette variabilité-là et que ce ne soit pas l'opérateur ou l'opératrice qui doivent le faire. C'est vrai que les situations de stress dont tu parlais, Benjamin, elles étaient prégnantes parce que les bourrages se faisaient en général derrière la ligne. Juste avant d'arriver sur le poste, sur le conveyeur gris là qu'on voit, là, il y avait des bourrages. Le temps qu'on s'en rende compte, c'était déjà à la vitesse à laquelle ça va, ça bourre énormément. Et vous imaginez bien, si vous connaissez les situations dans l'agroalimentaire, c'est des situations qu'on rencontre assez régulièrement. Et en termes de stress, d'accélération gestuelle, qui est quand même un facteur important de la survenue des TMS, c'était quand même pas neutre sur ces postes-là, quoi. Donc ne serait-ce que de faire passer les produits, ça réduit quand même considérablement les choses, quoi.
Et donc du coup, même chose pour répondre aussi aux besoins de la maintenance, on arrête les machines sur un cycle, ce qui fait que la machine peut reprendre rapidement et sans avoir appel à la maintenance. Donc du coup, les opérateurs, opératrices sont indépendants là-dessus et peuvent gérer les coûts de stress, entre guillemets, quand il y a bourrage éventuel. Voilà. Donc du coup, c'est trois exemples, parmi d'autres sur l'atelier encaissage qui vous ont été présentés. Et c'est vrai que dans le cadre de la formation Action, là, ce qui était intéressant, c'est le temps on n'a pas remis tous les temps qui ont été passés, hein, mais Benjamin ne le dit pas, mais il y a eu quand même du temps passé. On l'a fait de façon sommaire, mais on voit que les résultats sont au bout, quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais sur la pérennité de l'action, au-delà de cette formation Action-là, notre rôle à nous, c'était de transférer des compétences pour que l'entreprise soit autonome. Et peut-être, Fabrice, juste dire un mot sur là où vous en êtes aujourd'hui dans cette autonomie, parce que moi je trouve intéressant, on a fait un point il n'y a pas très longtemps, parce que là vous avez vu que c'était un projet qui datait de 2018-2019. Pour nous c'est intéressant quelques années plus tard de voir en gros si notre travail a servi à quelque chose quand même. Et, bien sûr. Ça a marché, ouais, ça marchait et ça marche encore, et c'est tant mieux, et j'espère que ça va marcher longtemps. Ce qu'on a noté, ce qui me semblait essentiel, c'était 100% de la méthode aujourd'hui, elle est intégrée et pérenne dans les nouveaux projets. Bien évidemment, avec l'équipe qui a été formée, mais pas que. On continue effectivement aussi avec les nouveaux arrivants à transmettre un peu la bonne parole et effectivement appréhender la santé au travail, avant tout projet, un peu comme on l'a pu le faire initialement dans ce projet. Aujourd'hui, on s'octroie et on a de la chance, 2 projets aboutis par an. Donc c'est un peu nos investissements, en tout cas. L'idée, c'est de revisiter un peu tous nos postes de travail. Effectivement, on a fait peut-être des 20-80, mais il y en a encore à faire. On a aussi des nouvelles machines qui arrivent, donc on les intègre de toute manière toujours dans cette méthode-là. Donc on a au minimum deux groupes de travail, en tout cas 2 investissements à transformer chaque année. J'ai noté QVT, mais effectivement, on ne manque pas de volontaires au groupe de travail. Benjamin en a parlé tout à l'heure, donc la méthode qu'on a, c'est on fait un groupe pluridisciplinaire. On a la qualité, la sécurité, la maintenance, la direction. Voilà, tout le monde est là, tout le monde apporte un petit peu son idée, ses idées, et de façon à avoir un consensus. Parce que c'est jamais évident, production qualité, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que chacun a ses prérogatives, il y a la productivité, mais il y a aussi la santé, donc tout ça, bien évidemment, on doit en tirer. L'idée, c'est d'avoir une ligne directrice commune, et donc le dialogue est en hausse, forcément. L'adhésion, adoption des projets, ben oui, forcément, Benjamin en a parlé tout à l'heure, mais quand les opérateurs ou conduites de machines peuvent visualiser en 3D un projet, quand la machine arrive, elle est adoptée aussi vite. C'est parce qu'ils l'ont vu, ils diffusent ça à leurs collègues. Si, c'est génial, tu verras, j'ai essayé. Et puis, c'est aussi parce qu'ils y ont été quelque chose dans la construction de la future situation de travail, quoi. C'est surtout ça. Et ils ont été capables à un moment donné de dire non, ça ne correspond pas, on modifie. C'est toutes les boucles de conception dont Benjamin, tu parlais juste avant. Et c'est ça aussi qui fait que l'adhésion, elle est plus présente dans ces... Et c'est vrai, dans le choix de nos équipementiers, c'est hyper important. Ça paraît rien comme ça, mais les bureaux d'études, quand ils planchent plusieurs heures pour nous sortir un projet, et nous on dit non, ça va pas, ou ça va qu'à moitié, il faut qu'ils soient aussi agiles pour pouvoir effectivement on reprend le plan, on refait des heures au bureau d'études, on revient, on repart. Et par contre aujourd'hui, on a nous des équipementiers sur lesquels on travaille, qu'on porte la bonne parole aussi auprès de nos collègues. Comme je vous disais tout à l'heure, on est une grosse entreprise. On a 11 000 collaborateurs. Effectivement, les équipementiers qui fonctionnent aussi, bien évidemment, on en fait aussi la propagande, pas la propagande, mais en tout cas la promotion. Pas d'erreur. Alors, on ne met pas d'erreur, c'est peut-être... En tout cas, on essaye de ne pas en faire. C'est vrai que c'est jamais parfait. Il y a toujours des imperfections, mais en tout cas, on essaie de les gommer le plus possible en amont. Est-ce qu'on peut également voir, on n'a eu aucune nouvelle maladie professionnelle déclarée en 2023. Donc ça, c'est hyper important, parce que moi, je regarde le compte employeur. C'est vrai qu'il est mis à jour que tous les 3 ans. Mais bon, quand nos cotisations aussi, on le voit bien,
baisse ou monte, en tout cas, c'est aussi le fruit de nos travail. Ça se voit pas tout de suite, mais en tout cas, si j'ai envie de dire, hein, si on n'avait rien fait au fil des années, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, en tout cas dans nos cotisations. Et c'est pas que nos cotisations, c'est aussi les maladies professionnelles. Je disais aussi tout à l'heure, hein, les gens ne partent pas à 58 ans avec une maladie professionnelle ou médecine du travail. Moi, je travaille étroitement aussi avec eux. Les invalidités numéro 2, voilà, on en a eu plein. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Et c'est tant mieux. Et tu parlais aussi des questions d'attractivité. Ouais. Les nouvelles générations aussi qui arrivent, on le voit de plus en plus, veulent y être pour quelque chose dans leur future situation de travail, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça que tu dis que ça manque pas de volontaires pour intégrer les groupes de travail, mais parce qu'ils voient aussi qu'ils peuvent vraiment agir concrètement, quoi. C'est ça, ils sont partie prenante, hein. Effectivement, si on modifie leur poste de travail, bien évidemment, c'est pour leurs conditions de travail. Et ce que j'ai noté également, donc aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir un ergonome. Donc l'ergonome, il n'est pas là pour substituer, bien évidemment, à la formation qu'on a pu avoir. L'ergonome, il est là également pour ses appuis techniques, parce qu'il a des vrais outils. Et c'est pas moi. Et c'est pas lui. Donc voilà, on a la chance aussi, et on a la chance d'avoir un ergonome finalement qui travaille au niveau de notre filière, qui contribue bien évidemment avec ses outils d'aujourd'hui, avec notre expérience terrain et avec la méthode qu'on a pu aussi acquérir au fil des années. Voilà, l'idée c'est d'avoir des projets aboutis et voilà, qui puissent effectivement être adoptés par tout le monde. Et nous, on trouve ça intéressant, en tout cas chez Ergonova, c'est vraiment ce qu'on prône. Il y a de plus en plus d'entreprises agroalimentaires qui se dotent d'ergonomes en interne, c'est vraiment des appuis pour nous. Et c'est des personnes qui connaissent évidemment le métier de l'ergonomie, et qui sont aussi un support pour les personnes ressources qui sont formées dans le cadre de ces formations actions-là, et qui sont des relais pour nous, parce que sur des gros groupes agroalimentaires comme ça, il n'y a pas non plus un ergonome sur chacun des projets. Donc ils sont aussi là pour piloter et puis driver un peu les choses. Et on intervient en général sur des gros projets en collaboration avec les ergonomes internes, ce qui est vraiment une force pour nous, et puis pour l'entreprise aussi, évidemment, quoi. Et c'est un projet que nous avons récompensé, ou en tout cas valorisé, à travers une distinction in situ. Donc Philippe, est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, à l'issue de ce travail qui est réussi, hein, comme ils vont bien expliquer, puis je pense qu'on vient le voir quand j'entends Benjamin raconter les différentes étapes, comment il maîtrise la méthode, qui s'est approprié tout ça, qui maîtrise, quand j'entends Fabrice qui a piloté tout ça, qui a mis en place les ressources et puis qui en tire les bénéfices, je trouve que ça se voit que ça a marché. Au-delà des résultats quantifiés, hein, de la performance ou de la santé, tous les points du cahier des charges, ça a été mesuré, mais là je pense qu'il y a une autre évaluation, c'est qu'ils se sont vraiment appropriés et qu'ils l'ont pérennisé. Donc moi du coup, quand j'ai fait ce bilan avec eux, je me suis dit, ça mérite quand même d'être salué, ça, je ne sais pas comment je vais les récompenser. Bon, heureusement, la CARSAT a mis en place un dispositif qui s'appelle la distinction in situ, qu'on a là, c'est ça la distinction in situ. Alors on a eu le plaisir de leur remettre. Je pense qu'avec vous, on va leur remettre encore une fois, on peut les saluer, je pense qu'on peut les applaudir, tous les deux. Voilà, ça récompense cette démarche-là, hein, qu'on salue encore aujourd'hui, c'est encore un temps en plus, on vous la resserre, on la rejoue ensemble, c'est un plaisir pour chacun, enfin pour moi aussi, de vous avoir accompagné dans ce mouvement-là. Mais voilà, la fin de l'histoire, c'était ça. Enfin, c'est qu'une fin momentanée, hein. Ça se recycle, ça recommence, ils vont recommencer. Et c'est ça qu'on a voulu saluer, c'est que c'est une amélioration continue, c'est un projet réussi, mais c'est aussi quelque chose qui est durable et qui associe tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi de leur remettre ces distinctions-là, au nom de la CARSAT. Et pour la petite histoire, donc, cette distinction in situ, elle vient récompenser ou valoriser des projets qui sont innovants ou transférables pour un secteur d'activité, en tout cas qui nous semble intéressant à faire connaître du point de vue de la prévention. Et c'est pour ça qu'on a créé cette distinction. Alors on vient distinguer différents éléments, soit effectivement des améliorations effectivement techniques, une conception, ou alors effectivement une démarche en tant que telle, qu'elle soit une formation action, ou qui a donné lieu ou pas à un aménagement, mais en tout cas voilà. Eh ben merci
à vous. Et puis, merci à vous. Petit mot pour la fin. Je voulais juste remercier Philippe sur ces années-là. Philippe part en retraite ce soir. Voilà, on Donc, l'applaudit bien fort. Voilà, bonne retraite, bien méritée. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. On est là pendant quelques minutes encore. On a le temps. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Qui veut prendre la parole ? Vous voulez ? Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette expérience partagée avec nous aujourd'hui. J'avais quelques questions par rapport justement aux subventions que peuvent avoir les entreprises et comment vous avez fait pour pouvoir avoir ces subventions, si ça a été le cas pendant votre projet. Oui, effectivement, on a pu bénéficier de subventions deux fois, je crois. Effectivement, il faut faire une convention. Nous, on a fait une convention tripartie, j'en ai parlé tout à l'heure. Et dans cette convention-là, c'est comme un cahier des charges. Effectivement, la CARSAT, Philippe va pouvoir développer, mais la CARSAT finance à hauteur, en pourcentage d'un montant. Après, il y avait effectivement en fonction des aides financières qu'on peut avoir, il y a des aides financières qui sont allouées aux entreprises, par exemple, de moins de 50 salariés. Il y a d'autres de moins de 200 salariés. Voilà, ça dépend après de la taille de l'entreprise et du type d'aide qu'on demande. Oui, précisément, là, c'était un contrat de prévention. Un contrat donc, qui repose sur un diagnostic initial. C'est moi qui fais le diagnostic de l'entreprise et qui propose à l'entreprise un projet qu'on va cofinancer. Donc dans ce cas de figure, on a surtout insisté, la première partie du contrat, c'était l'intervention du cabinet d'ergonomie pour faire une formation action, et c'est ça qu'on a d'abord financé. Et ensuite, on ne peut pas dire ce qu'on va faire après, puisqu'on n'a pas encore les solutions. On a fait un avenant pour venir, suivant ce qui a été choisi comme équipement, on a contribué sur certains équipements. Globalement, ce qu'à retenir, c'est un contrat entre la CARSAT et l'entreprise. C'est surtout sur le diagnostic. Ouais. C'est surtout sur le diagnostic. La partie pédagogique et après, effectivement, la partie matérielle. Si finalement l'enveloppe qui nous est allouée n'a pas été complètement consommée par Ergo Réseau, on peut effectivement avoir une participation financière sur l'équipement. Merci beaucoup à tous.